Bonjour et bienvenue aux ateliers Cosmessence Bio via YouTube ou le blog Cosmessence Bio. Je vous propose une petite formation, formulation et fabrication de crèmes cosmétiques bio. Donc j'ai créé l'association Cosmessence Bio Les Ateliers qui est une loi 1901 pour partager avec vous mes astuces et recettes de cosmétiques et de produits de ménage pour promouvoir des astuces écologiques au quotidien dont ces deux éléments font partie. Alors un petit plan, la peau et le cosmétique, quelques informations, ensuite une grosse partie formulation et une dernière partie fabrication. La peau, vous savez, est composée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. Nous nous intéressons surtout à l'épiderme qui est la couche la plus superficielle de la peau, la plus mince, qui a une épaisseur qui peut être variable selon la localisation sur le corps et qui va nécessiter d'être soignée. Le cycle de renouvellement de la peau qu'on appelle kératinisation est de 28 jours et ensuite la peau desquame, elle sèche, elle donne la couche cornée et cette couche tombe. Au-delà de ces trois couches, l'épiderme est également protégé par ce qu'on appelle le film hydrolipidique de surface ou encore manteau acide. Il va protéger la peau contre la déshydratation, contre les irritations, mais quotidiennement néanmoins, la peau est agressée et elle se déshydrate. C'est la raison pour laquelle elle a besoin de soins. Et tous les jours, ce sont vos cosmétiques qui vont répondre à ces besoins. Alors le cosmétique, on est d'accord, c'est un produit d'hygiène et d'embellissement, c'est sa définition. Quand on parle de soins réparateurs, on parle de nutrition. Si on parle de problématiques d'ordre dermatologique, ça ne concerne plus le cosmétique. Notre objectif ici, c'est l'esthétisme et le confort. Alors pourquoi faire ces produits maison? D'abord c'est très sympa, c'est comme quand on a fait une bonne recette de cuisine. Ça nous permet surtout de bien composer, de bien contrôler nos compositions, exclure un certain nombre d'additifs qu'on retrouve encore beaucoup. Pour son aspect écologique aussi, bien sûr, avec des ingrédients naturels ou d'origine naturelle, des compositions qui sont complètement personnalisées et avec un prix de revient qui reste quand même globalement plutôt sympa, même si ça nécessite peut-être en effet un certain investissement au départ. Alors savoir formuler une crème c'est notre première grosse partie. Qu'est-ce que c'est qu'une crème déjà? C'est une émulsion. Qu'est-ce qu'on appelle une émulsion? C'est le mariage stable de deux milieux qui normalement ne se mélangeraient pas de façon spontanée, par exemple de l'eau et de l'huile. Quand on arrive à mélanger le tout, on obtient une émulsion qui subit des phénomènes thermodynamiques et instables du fait par exemple de la température. Donc tout l'enjeu de la formulation à toutes les phases de notre produit, ça va être justement de lutter contre le déphasage. Donc vous savez que par exemple dans une mayonnaise, on mélange du vinaigre et de l'huile. Pourquoi ces deux éléments se mélangent? Parce qu'on rajoute du jaune d'œuf et que ce jaune d'œuf il est riche en lécithine. Et cette lécithine, elle est émulsifiante. Donc c'est vraiment fondamental et essentiel d'utiliser des émulsifiants dans nos recettes de crème. L'émulsifiant, c'est un petit élément chimique qui a une double affinité à la fois pour l'eau et pour l'huile. Et donc quand on mélange ces trois éléments, eau, huile et émulsifiant, on a quelque chose de plutôt stable. Donc on peut repérer différentes émulsions. Les deux qu'on peut fabriquer à la maison, ce sera les émulsions eau dans huile, des émulsions riches, plutôt grasses et protectrices, et les émulsions huile dans eau, qui sont plutôt des émulsions légères, hydratantes et pénétrantes, type Nivea crème. Alors attention, c'est toujours l'émulsifiant qui donne ce sens de l'émulsion eau dans l'huile ou huile dans eau, et ça n'est pas du tout les proportions de phase aqueuse ou phase huileuse dans une recette. Quelques exemples d'émulsifiants huile dans eau: la cire numéro 2, la cire numéro 3, l'ester de sucre, le MF, l'émulsane, l'olivem. Et du côté des eaux dans l'huile, l'émulminute, le P3R, la cérabellina, le VE, etc. Selon les fournisseurs, bien sûr, chez lesquels on passe commande. Donc toute recette d'émulsion, elle va toujours présenter 4 différentes phases: une phase aqueuse, une phase huileuse, un complexe émulsifiant et des additifs dont on parlera tout à l'heure. L'enjeu, c'est que dans chacune de ces 3 premières phases, on fasse en sorte de favoriser la stabilité de notre émulsion et ainsi obtenir un produit avec une finesse et un usage vraiment sympa. Donc la première étape, ce sera de choisir votre émulsifiant. Pour une recette de crème donnée, il faudrait normalement toujours commencer par choisir son émulsifiant. Est-ce qu'on souhaite fabriquer un cérate? Est-ce qu'on souhaite une crème hydratante? On va du coup choisir plutôt un émulsifiant huile dans eau ou eau dans huile.
Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'un produit plutôt émollient, hydratant, pénétrant? Donc là aussi, on va adapter un petit peu notre choix d'émulsifiant à nos attentes. L'aspect qu'on veut donner à notre crème, est-ce qu'on veut une crème fluide, est-ce qu'on veut une crème épaisse, est-ce qu'on veut un lait très fluide? En fonction de ça aussi, on va choisir notre émulsifiant. Alors comment on fait? Eh bien, c'est très simple, on est obligé d'aller lire la fiche technique de l'ensemble des émulsifiants pour repérer finalement quel est celui qui correspond mieux à nos attentes. Un petit exemple avec la cire numéro 3 qui est très polyvalente, l'INCI, glycéryl stéarate et potassium stéarate. C'est un émulsifiant qui va donc donner des émulsions hydratantes, donc un émulsifiant huile d'en haut, qu'on va utiliser entre 3 et 8% dans nos recettes pour un dosage d'huile ou beurre qui va être entre 10 et 30%. L'émulsifiant n'est pas fait pour supporter plus de 30%. On obtiendra des crèmes fluides à épaisses en fonction de la formulation. Alors émulsifiant ou cire auto-émulsifiante, on a besoin d'utiliser dans nos formules un émulsifiant et un co-émulsifiant, c'est indispensable. Donc il y a deux solutions, soit vous démarrez et vous favorisez le choix d'une cire auto-émulsifiante, c'est-à-dire un complexe émulsifiant qui marie dès le départ un émulsifiant avec un co-émulsifiant. La cire numéro 3 par exemple, c'est un mélange de potassium stéarate qui est l'émulsifiant avec du sodium stéarate qui est le co-émulsifiant, donc qui va aider l'émulsifiant. C'est pas la seule cire auto-émulsifiante, il y a aussi la cire numéro 2, il y a aussi la cire olive douceur, il y en a plein d'autres, je vous laisse un peu regarder. Quand il y a plusieurs éléments dans l'INCI d'un émulsifiant, c'est qu'il s'agit d'une cire auto-émulsifiante. Pour les personnes qui sont un petit peu plus chevronnées, un petit peu plus à l'aise et qui ont envie de faire des tests, il devient alors sympa d'utiliser des émulsifiants tout seul, donc par exemple l'ester de sucre ou l'EMF. L'ester de sucre, c'est du sucrose stéarate, il n'y a pas d'autre élément, c'est un émulsifiant. Donc ce dernier, il va falloir l'aider, soit on l'associe à un autre émulsifiant, soit on l'associe à un co-émulsifiant, et nos co-émulsifiants, je fais référence encore une fois à Aromazone, c'est le VE ou la cire olive protection. Donc un petit exemple qui fonctionne bien, ester de sucre pour l'émulsifiant, VE pour le co-émulsifiant, ça donne des crèmes blanches hydratantes et très sympas, un peu à l'image des crèmes Nivea. La majorité des émulsifiants vous donnera quand même une assez large gamme de textures, néanmoins vous pouvez cibler. Émule L si vous voulez un lait très fluide, qu'on ne trouve pas chez Aromazone du reste. Cire numéro 3 si c'est une crème plutôt fluide épaisse. Cire numéro 2 pour des crèmes plutôt très épaisses. Et après vous pouvez jouer avec les duos MFVE, ester de sucre VE, etc. Faites des tests, amusez-vous, et c'est tout l'intérêt de la fabrication. En général, les émulsifiants d'huile d'en haut supportent jusqu'à 30, grand maximum 35% de phase huileuse. Jetez un œil à la fiche technique. Plus vous utiliserez d'émulsifiants et de phase huileuse, plus votre émulsion sera épaisse, et inversement. Idem évidemment si vous ajoutez des épaississants huileux dans votre recette, comme par exemple des beurres. On va justement parler un petit peu des phases aqueuses et huileuses. La phase aqueuse, c'est une phase qui est en général composée d'eau et d'hydrolat. Alors de l'eau d'évian par exemple en bouteille qui est pure et faiblement minéralisée. Ça peut être aussi des infusions, des décoctions, des ampoules de phytothérapie, etc. etc. Attention néanmoins de ne pas favoriser le pourrissement de votre produit. La particularité de cette phase, c'est qu'il lui faut des conservateurs, sinon elle pourrit. Et d'autre part, il faut mesurer son pH. Chaque hydrolat, vous allez pouvoir le choisir en fonction de différents éléments. Ses propriétés pour la peau, là aussi, regardez les fiches techniques. Le parfum qui est dégagé, les actifs de plantes naturelles, donc qui sont responsables des différentes propriétés pour la peau, mais aussi pour leur pH. En général, un hydrolat a un pH entre 4 et 6, donc il est plutôt acide. Est-ce que vous connaissez la différence entre un hydrolat et une eau florale ? Un hydrolat, en fait, il est issu de plantes aromatiques, c'est-à-dire des plantes qui peuvent aussi donner des huiles essentielles, alors que l'eau florale, il est issu du même procédé, néanmoins, ce ne sont pas des plantes qui peuvent donner des huiles essentielles, par exemple le bleuet. Donc par abus de langage, on dit hydrolat pour tout, mais on devrait dire eau florale de bleuet. Alors comme pour toute phase aqueuse, dans une émulsion, cette phase aqueuse, on va faire en sorte qu'elle puisse aider notre émulsion à rester bien stable. Et pour ça, deux éléments qui sont incontournables dans une émulsion. C'est déjà une gomme. La plus polyvalente, ça reste la gomme Xanthane. Elle donne un toucher vraiment professionnel. Du reste, regardez un petit peu les compositions des crèmes que vous achetez, elle est très souvent présente. On ne l'utilise pas avec un gros pourcentage. L'idée, c'est juste d'ajuster les viscosités entre phase aqueuse et phase huileuse et du coup, donner quelque chose d'assez stable dans le temps.
D'autre part, la glycérine, c'est un humectant certes, mais elle aura également un rôle de stabilisation de la crème, en particulier par rapport aux modifications de température de son environnement, comme par exemple la salle de bain. Alors la phase huileuse, il va s'agir des huiles, des beurres, et pourquoi pas des cires d'origine animale comme la cire d'abeille, ou des cires d'origine végétale, ou de tous les autres éléments liposolubles. La vitamine E, l'acide stéarique, l'alcool cétéarylique, tous des éléments qui sont liposolubles et donc qui font partie de cette phase huileuse. Alors chaque huile et chaque beurre, il va falloir là aussi faire un choix stratégique selon différents points. D'abord le toucher. On a des huiles qui sont plus ou moins grasses, plus ou moins sèches au toucher. Donc on va adapter selon par exemple le type de peau. Le karité conviendra très bien pour les peaux sèches, le jojoba plus pour les peaux mixtes. Selon son aspect à température ambiante, un beurre par exemple de karité ou de cacao va donc être naturellement épaississant, alors que l'oléine de karité qui est très fluide pourrait peut-être très bien convenir pour une recette d'huile scintillante. On choisit aussi en fonction de ça. Et selon leur composition aussi, oméga 9, oméga 6, oméga 3, tous ces éléments, encore une fois, vous les retrouvez dans les fiches techniques des ingrédients. Oméga 9 plutôt nourrissant, oméga 6 plutôt régénérant et oméga 3 anti-inflammatoire. Enfin, on a des éléments qui sont particulièrement riches en acides bonifiables et qui vont être particulièrement intéressants pour certains types de produits particulièrement réparateurs. Les plus intéressants, ce seraient les huiles d'olive, d'avocat et beurre ou oléine de karité. Alors un petit récap, c'est un petit tableau que je me suis fabriqué. Vous pouvez faire une impression écran si vous voulez et l'enregistrer dans vos documents qui range un petit peu les huiles en fonction de leur richesse en différents oméga, 3, 6 ou 9 et touchés, gras ou secs. Alors, vous savez que vous pouvez également choisir des différentes huiles, des huiles fractionnées comme le caprilis ou des huiles estérifiées. Alors les huiles fractionnées, elles sont modifiées mais pas chimiquement, elles sont seulement fractionnées, c'est-à-dire qu'on récupère juste une partie des acides gras, alors que les huiles estérifiées, elles sont issues d'une estérification, donc là issues d'une modification chimique, mais elles sont très intéressantes et elles sont substituables les unes aux autres sans problème, elles vont donner des émulsions légères, glissantes et professionnelles. Il y a deux huiles que j'aime beaucoup qui sont très riches en lécithine et qui sont très intéressantes, que vous pouvez associer aussi à vos crèmes. Pour ma part, je le fais quasi systématiquement entre 3 et 5%. Ce sont les huiles de tournesol et l'huile de sésame. Des huiles riches en lécithine, très émollientes et en plus pas très chères. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Alors, en ce qui concerne la formulation de la phase huileuse, donc on va d'abord choisir une proportion totale de phase huileuse. Donc si on formule avec la cire numéro 3, on va choisir entre 10 et 30% d'huile. On va choisir aussi les proportions de chaque ingrédient, parce que cette phase huileuse, c'est pas forcément une seule huile. On va marier un petit peu les unes et les autres pour avoir un équilibre entre les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Donc oméga 9 plutôt pour les peaux sèches et très sèches, oméga 6 pour les peaux matures ou abîmées, oméga 3 pour les peaux irritées et fragiles. Le jojoba, les huiles africaines légères et modifiées pour les peaux mixtes à grasse. En formulation, on va aussi choisir des épaississants qui peuvent être naturels, par exemple un beurre, ou synthétiques, par exemple l'acide gras qui est l'acide stéarique, ou des alcools gras que sont l'alcool cétylique et l'alcool cétéarylique, qui avec des tout petits pourcentages dès lors de 1,5%, vont donner de l'épaisseur à votre phase huileuse. Et comme la gomme en phase aqueuse, ces épaississants vont permettre eux aussi d'avoir une émulsion bien stable dans le temps et d'autre part des crèmes très onctueuses. Alors de façon générale, encore une fois, la phase huileuse, elle va représenter un pourcentage plus ou moins important selon les besoins de votre peau. Si vous avez une peau très sèche, vous pouvez y aller sur la phase huileuse, il faudra privilégier les oméga 9. Si vous avez une peau mixte à grasse, attention d'utiliser des phases huileuses plus faibles, sinon vous allez avoir des boutons. Voilà, et plus cette phase huileuse sera importante, plus le produit fabriqué aura tendance à être épais et stable. Et plus votre phase huileuse comptera d'épaississant, qu'il soit naturel ou synthétique, et plus votre crème sera épaisse et stable, et inversement. On va parler un petit peu des additifs. On a un certain nombre d'additifs, donc des choses qu'on additionne, qu'on ajoute à notre formule, qui sont nécessaires en particulier pour une bonne conservation. Les conservateurs, donc qui vont protéger la phase aqueuse du pourrissement, par exemple le sidal, mais il y a aussi le naticide ou le cosgar, et les antioxydants, donc en particulier la vitamine E, qui celle-ci va protéger les huiles de l'oxydation, du rancissement.
Les correcteurs de pH qu'on est susceptible d'utiliser, donc soit des acidifiants comme par exemple l'acide lactique quand le pH est trop haut, ou des solutions de bicarbonate, donc du bicarbonate dans de l'eau pour faire une solution si le pH de votre produit était trop bas. Le pH il doit toujours être contrôlé à la fin de votre fabrication quand vous fabriquez une crème huile d'en haut, avec un pH idéal qui doit être autour de 6. Si vous utilisez 20 à 25% d'hydrolat dans votre recette, vous avez bonne chance de tomber sur un pH autour de 6. Pour les soins des cheveux, attention, il faudra un pH plus acide, plutôt autour de 5. Dans les additifs cosmétiques, on a aussi nos actifs. Ça peut être donc des huiles essentielles, 0,1 à 0,5% pour le visage, je vous déconseille plus, jusqu'à 1% pour le corps et les cheveux. Vous pouvez éventuellement monter pour les produits corporels rincés sous la douche, mais je vous déconseille de monter au-dessus de 1,5% néanmoins. Ça peut être du bisabolol aussi qui est une fraction d'huile essentielle, des extraits hydroglycérinés de plantes, des agents nutritifs et naturels comme l'aloe vera, le miel ou encore l'argile, des actifs cosmétiques comme les protéines hydrolysées, mais là il y en a tout un catalogue, et des complexes d'actifs cosmétiques comme par exemple le complexe hydratation intense qui regroupe plusieurs actifs cosmétiques dans un seul produit. Alors attention au sujet des huiles essentielles. Ce sont des éléments très puissants qui peuvent être irritants, qui peuvent être allergènes. Il faut toujours faire un test de tolérance. Attention surtout à certaines qui sont photosensibilisantes et qui risquent de vous faire brûler si vous vous exposez au soleil derrière. Fortement déconseillé toujours les femmes enceintes ou allaitantes, les enfants de moins de 6 ans, les personnes âgées, les personnes qui ont une santé fragile, c'est déconseillé. Vous pouvez également ajouter à votre formule des colorants, des extraits aromatiques aux fragrances, des poudres matifiantes. Pour un soin unique, le vôtre, vous faites tout comme vous voulez, dès lors que la formule tient la route et que vous respectez toutes ces règles de base. Et justement, on va voir quelques formules de base. On écrit toujours phase aqueuse, phase huileuse, additif. Il manque l'émulsifiant, mais qu'on peut associer à la phase huileuse puisqu'on le fait fondre le plus souvent dans les huiles. Alors, une formule type pour une émulsion huile d'en haut, eau, hydrolat, glycérine, gomme, huile, beurre, émulsifiant, émulsifiant épaississant éventuel, surtout si vous ne mettez pas de beurre, sinon c'est pas indispensable, et les additifs, conservateurs, antioxydants, correcteurs de pH éventuels, les actifs et des additifs autres, type colorant. Le tout doit bien sûr faire 100%. Alors, petite proposition de recette pour illustrer. 2 recettes. Une première émulsion naturelle à la lavande, donc une eau QSP, c'est-à-dire quantité suffisante pour que le total fasse bien 100%. Hydrolat de lavande, glycérine, gomme xanthane. Une phase huileuse avec de l'huile de sésame, du jojoba, du beurre de karité et une cire numéro 3. Et enfin, en additif, je vous propose du naticide, le conservateur, de la vitamine E antioxydante et du miel de lavande. Donc une émulsion naturelle, simple et sympa. Deuxième recette que je vous propose, un lait nettoyant à la rose. Phase aqueuse, de l'eau QSP 100, un hydrolat, une base lavante à 3% pour avoir une émulsion nettoyante, glycérine, gomme xanthane, une phase huileuse avec cette fois du coco silicone qui est une huile estérifiée, un complexe émulsifiant VEMF aidé par de l'alcool cétéarylique et des additifs avec un conservateur synthétique qui est le Cosgar, qui a l'avantage d'être beaucoup plus efficace que d'autres. Le correcteur de pH n'entre pas dans votre calcul parce qu'il est expérimental. Vous allez adapter les éventuels ajouts d'acidifiants en fin de recette en fonction du résultat. Alors, petite parenthèse sur les émulsions eau dans l'huile qu'il ne faut pas confondre avec les baumes. Les baumes ne contiennent pas d'émulsifiants. Le cérate de Galien, par exemple, c'est de la cire d'abeille, de l'hydrolat de rose et de l'huile d'amande douce. Il n'y a pas d'émulsifiant. Si on parle donc bien des émulsions eau dans l'huile, plus il y aura de beurre et d'épaississant dans la phase huileuse, plus ce sera facile et stable. Et il y a un élément qui aide bien, c'est le sel d'Epsom. Donc on l'utilise en général dans les formules à 1%. Et paradoxalement, ces émulsions eau dans l'huile ne sont pas forcément les plus faciles à fabriquer en termes de stabilité. On les appelle aussi émulsions inverses, donc je vous propose une petite recette de base aussi pour ces émulsions-là. Eau, hydrolat et sel d'Epsom, donc qui est du sulfate de magnésium à 1%. Une phase huileuse assez plus ou moins importante, ça dépend de ce que supportera votre émulsifiant. Des huiles, des beurres, un émulsifiant eau dans l'huile, co-émulsifiant, épaississant et additif, avec un total qui est bien toujours égal à 100%, sans quoi votre formule ne tient pas la route.
Alors toute recette est personnalisable à l'infini, on n'arrête jamais, ça fait 7 ans que je fais des crèmes et on s'en lasse pas. Vous pouvez moduler la phase aqueuse, remplacer un hydrolat par un autre ou par plusieurs autres, moduler la phase huileuse, que ce soit les huiles ou les beurres, tester des émulsifiants, des mariages d'émulsifiants et co-émulsifiants, personnaliser vos recettes selon vos stocks, selon vos envies, avec des additifs nouveaux, des actifs que vous avez envie de choisir. Et ainsi, vous donnez un autre sens à votre crème. Crème de jour, crème de nuit, lait démaquillant. C'est vous qui choisissez en fonction de votre formule, mais néanmoins, tous ces éléments de base, ils seront toujours valables. Alors le petit truc en plus, vous pouvez télécharger sur mon blog Cosmessence Bio mon calculateur de recettes. Il faut pour cela simplement avoir un PC avec Excel en version complète. On va parler un petit peu des modalités de fabrication, c'est important aussi. Une fois qu'on a bien formulé, on passe à la fabrication. Donc les bonnes pratiques de fabrication, c'est déjà des mesures d'hygiène et d'asepsie rigoureuses. Lavage de mains au savon, une solution hydroalcoolique pour désinfecter régulièrement les mains, un environnement dégagé, propre, désinfecté, du matériel propre, désinfecté, voire stérilisé, même si on ne pourra pas travailler dans des conditions stériles, des contenants propres, désinfectés, voire stérilisés, et surtout de préférence opaques et avec un système airless pour bien protéger vos préparations, et des ingrédients dont la limite d'utilisation est vérifiée et respectée, et qui sont bien conservés au réfrigérateur si c'est nécessaire. J'en profite pour vous présenter mon petit laboratoire, une petite pièce rien que pour mes cosmétiques. Parlons un petit peu du matériel. Alors du matériel de pesée, des contenants, pilons, mortiers, mini-fouets, cuillères magiques. Je vous conseille très fortement d'investir, si vous êtes débutant, dans un matériel de pesée électronique, une balance. Du matériel de chauffe qui sera indispensable aussi pour fabriquer des crèmes, avec de quoi contrôler les températures. Et si vous faites des émulsions huile d'en haut, qui sont quand même celles qu'on fabrique le plus souvent, il faudra prévoir également du matériel pour mesurer et contrôler le pH de votre préparation. Pour chaque ingrédient, vous allez calculer la quantité dont vous avez besoin en fonction du pourcentage de votre recette. Vous faites une recette en pourcentage, donc vous donnez un chiffre pour 100 g de recette. Si vous utilisez 12% d'hydrolat dans votre recette et que vous voulez préparer 50 g de cette recette, il faudra donc diviser par 2 votre hydrolat, ça fera 6. Vous pesez le tout, vous transférez dans les bons contenants, phase aqueuse et phase huileuse. Vous mettez l'émulsifiant dans la bonne phase et vous vous retrouvez avec 2 contenants, un pour la phase aqueuse et un pour la phase huileuse. Ces 2 contenants que vous allez ensuite passer au bain-marie, puisqu'il va falloir les chauffer. Attention, un certain nombre d'ingrédients ne tolèrent pas la chauffe, donc ceux-là vous les peserez pendant que vos phases aqueuses et phases huileuses chauffent au bain-marie. Ce sera le cas des conservateurs par exemple, si vous les chauffez ils ne fonctionnent plus, des huiles essentielles, des huiles très sensibles à l'oxydation qui sont celles qui sont particulièrement riches en oméga 3, des actifs riches en vitamines. Voilà, mais le tout ne doit pas représenter plus de 10% dans votre recette, sinon vous prenez un risque de la faire déphaser. Alors petit pas à pas, une fois que vous avez placé vos 2 phases au bain-marie, dès la fonte des éléments solides, vous contrôlez la température, vous faites en sorte d'atteindre les 72 degrés, c'est important pour activer l'émulsifiant. Une fois que vous avez atteint la température, vous récupérez délicatement vos contenants sans vous brûler. Vous pouvez déverser la phase aqueuse dans la phase huileuse ou l'inverse, c'est pas très gênant. Vous mélangez bien pendant 3 minutes de façon bien vigoureuse. Et quand ça commence à épaissir, vous prenez le relais avec un mélangeur électrique type bras mixeur à soupe pendant quelques secondes et vous allez voir que la préparation va totalement épaissir et blanchir et que c'est une étape qui est vraiment là aussi indispensable. Vous pouvez éventuellement procéder à un bain-marie froid mais pas avant que votre préparation ait bien épaissi, et une fois que vous êtes descendu en dessous des 40 degrés, vous pouvez ajouter vos ingrédients qui sont thermosensibles un à un en mélangeant bien. Tout à la fin, vous contrôlez le pH, vous modifiez si nécessaire, vous remélangez bien jusqu'à la fin, vous lissez votre préparation avec la spatule pour éviter d'avoir des préparations trop mousseuses, sauf si vous voulez faire une mousse craquante, et ensuite vous conditionnez votre préparation dans le contenant prévu à cet effet, donc dans l'idéal un système airless. Votre préparation est terminée, vous la laissez reposer bien 24 à 48 heures, vous allez voir que la texture va évoluer. Vous ferez surtout bien toujours un test de tolérance de votre produit sur l'avant-bras. Il faut attendre
24 heures avant d'en mettre sur le visage par exemple. Vous faites attention à la conservation de votre produit, de ne pas le laisser à la chaleur. En gros, une crème huile d'en haut va pouvoir se conserver 1 à 2 mois si vous avez bien utilisé un conservateur. Vos crèmes eau dans l'huile, 2 à 3 mois, et s'il n'y a pas de phase aqueuse, vous pouvez bien aller jusqu'à 4 mois. Dès lors que votre produit a un aspect qui est modifié, vous le jetez. Voilà, c'est terminé. Je suis allée très vite parce qu'on en est déjà à 25 minutes. Vous pouvez donc naturellement réécouter plusieurs fois cette vidéo pour vous aider, être à l'aise, couper le son et relire plus tranquillement si vous préférez en faisant pause. Et en tout cas, je reste à votre disposition sur le blog cosmescencebio.fr. N'hésitez pas à me suivre sur le blog ou sur la page Facebook.